Elle se dresse au milieu du village qui l'abrite et des champs qui l'entourent. L'abbaye de Saint-Riquier a traversé l'histoire de France pour parvenir jusqu'à nous presque intacte et majestueuse. Maintes fois détruite, toujours reconstruite, elle est le fruit d'une ambition, celle de Charlemagne, qui en fait l'un des symboles de la Renaissance carolingienne. « 1200 ans plus tard, la voilà qui redécouvre son identité et ses richesses, celle d'un lieu de savoir et d'écriture aux portes de la Picardie maritime. Ce voyage au cœur de l'abbaye royale, nous le ferons en compagnie d'Alexia, qui nous fera découvrir les secrets de l'église abbatiale. Gilles, professeur d'un lycée agricole, nous fera partager sa passion des arbres fruitiers centenaires qui parsèment les jardins. Nous descendrons dans les sous-sols à la recherche d'une source miraculeuse, objet de tous les pèlerinages. Saint-Riquier, c'est aussi un incroyable tombeau, les ossements retrouvés de Nithard, premier écrivain de langue française. Enfin, en compagnie du grand chef de chœur Hervé Niquet, amoureux du baroque, nous découvrirons l'abbaye dans ses habits de lumière quand elle accueille chaque été son festival de musique classique. Depuis 2012, l'abbaye de Saint-Riquier existe sous le label de Centre culturel de rencontre. Tout à la fois un lieu d'exposition, de projets artistiques, de transmission du savoir. Un trait d'union vers le passé. Ce projet, porté par le Conseil général de la Somme, est conduit par Anne Potier, actuelle directrice d'un lieu chargé d'histoire. Un patrimoine trop longtemps oublié, sur lequel elle entend s'appuyer. C'est une abbaye très magique. D'abord, elle est là, 1400 ans après sa première apparition sous la forme d'un ermitage. Et il y a très peu de lieux en France qui sont encore vivants, qui sont encore debout, même si bien sûr elle a été construite, déconstruite, brûlée, reconstruite. Petit à petit, j'ai découvert les couches de l'histoire qui étaient ici depuis les Mérovingiens, les Carolingiens et qui vient jusqu'à nous, puisque c'est ici que Charlemagne, qui était le père de l'Europe, le premier Européen en tout cas, désigné comme tel dans les textes, va décider d'en faire son lieu de création, son lieu intellectuel de rattachement avec Aix-la-Chapelle, l'autre capitale de l'Empire carolingien. Alors ici va s'inventer le premier livret musical de l'histoire. Ici va se développer la fameuse minuscule caroline avec laquelle nous écrivons encore aujourd'hui. Ici va se développer de nouvelles méthodes d'archivage. Ici va se développer un enseignement pédagogique, une transmission des savoirs. On va écrire dans des scriptoriums, on va enluminer, on va apprendre, on va transmettre. Donc c'est un lieu qui va rayonner dans toute l'histoire européenne. La tour de l'église abbatiale domine de nos jours un village de 1200 habitants. De là-haut, 50 mètres au-dessus du sol, on a peine à croire qu'il y a 1000 ans, la ville était une capitale intellectuelle. Saint-Riquier se nomme alors Centulle, la ville aux 100 tours. Et les Centullois, comme on les appelle toujours aujourd'hui, sont alors plus de 15 000. Et 15 000 habitants de cette époque, c'est énorme. C'était d'ailleurs tellement important que justement les abbés de Saint-Riquier en avaient assez du cosmopolitisme. Enfin, ils trouvaient que c'était trop bruyant, vraiment trop agité. Et donc, pour fuir le stress de l'époque, ils ont donc créé Abbeville pour essayer de s'éloigner et avoir un peu de tranquillité. C'est vous dire l'importance qu'avait effectivement cette abbaye. Tout ce qui faisait l'Empire carolingien va ici s'incarner dans ce lieu. Ici vont vivre des abbés qui sont aussi des guerriers, qui sont aussi des historiens, qui sont aussi des écrivains. Redonner vie à ce qui fit la renommée de Saint-Riquier, c'est donc la mission entreprise ici. L'abbaye accueille ainsi un jeune public, l'invitant à la découverte,
à travers les techniques les plus modernes, mais aussi les plus anciennes, comme cet atelier de calligraphie. Aujourd'hui, vous avez chacun votre écriture. Vous voyez la différence? Moi, j'ai ma propre écriture. Mais au Moyen-Âge, tout le monde a la même écriture. La Caroline. Le G, c'est une boule. Et ensuite, on fait ça. Un après-midi plume-doigt à la main pour former et déformer ces lettres en minuscules carolines. Cette écriture que Charlemagne a voulu imposer dans son royaume, en même temps qu'il imposait l'école pour tous. Ces jeunes élèves qui écrivent en français ne se doutent pas qu'ils sont les héritiers d'un personnage central de Saint-Riquier. Si l'ombre de Charlemagne plane sur l'abbaye, une autre figure a laissé son empreinte en ces lieux. Comment ne pas t'aimer? Les dés n'avaient pas roulé pleinement en ta faveur. Il t'a fallu travailler à une carrière que tout menaçait. La vie était précaire, elle était dangereuse. Tu le sais, car tu en es mort. Elle était harassante, courir les routes. Ce personnage, c'est Nithard, le chevalier lettré, considéré comme le premier écrivain de langue française. Bernard Cerquiglini, brillant linguiste, ne se lasse pas de raconter sa destinée. C'est une belle figure. D'abord, c'est un petit-fils de Charlemagne. Il est le fils de Berthe et d'Angilbert, qui lui-même est abbé laïque à Saint-Riquier, qui est un grand poète. Angilbert, fils illégitime, car sa maman et son papa ne se sont pas mariés, et il hérite de son père de la fonction d'abbé laïque. C'est un lettré, il écrit un très beau latin, et puis on lui doit le premier texte écrit en français. Jusqu'en 842, écrire, c'est écrire en latin. Et lui, participant à une opération politique du partage de l'Empire, a eu l'idée d'utiliser la langue pour partager l'Empire et pour l'exprimer. Donc il a préparé pour Charles le Chauve les serments de Strasbourg et surtout, il les a rapportés dans un récit qu'il a fait, tout en latin, sauf un moment où il s'arrête et il écrit du français. Les serments de Strasbourg, ces 27 lignes, sont très émouvants parce que c'est la première fois qu'on écrit du français et donc nous regardons Nithard par-dessus son épaule. Alors il utilise le modèle latin, il utilise l'alphabet latin aussi, il a des formules qui sont copiées sur le latin mais d'autres qui sont proches du français. Il est en train d'inventer, il fait partie de ces intellectuels qui sont en train d'inventer un français écrit. Cet intellectuel, il n'en existe aucune représentation. Mais ces ossements ont été retrouvés lors de fouilles faites à l'abbaye à la fin des années 80. Sa dépouille, son œuvre, son destin sont désormais liés à jamais à Saint-Riquier. Incroyable découverte qui incarne encore un peu plus l'histoire de cet abbé laïque, également comte de Ponthieu. Le soir, et c'est ce qui est le plus émouvant, après avoir chevauché, après avoir combattu, après avoir participé à des réunions diplomatiques, il est dans sa chambre et il écrit. Et puis le récit s'interrompt parce qu'il est tué au combat. Avoir la trace du coup qu'il a reçu sur la tête, je pense plutôt à une hache viking, je pense qu'il est mort dans cette terre picarde où il a choisi de reposer, puisqu'il a reposé pendant des siècles sous le parvis de Saint-Riquier, où on l'a retrouvé il y a peu. Ce crâne fondu, c'est une signature pour les historiens. Voici donc ce qu'il reste de Nithard, dignitaire carolingien authentifié de façon quasi formelle, près de 1200 ans après sa mort. Comme l'abbaye, il aura connu la grandeur, l'oubli, puis la réhabilitation. On peut dire qu'il a fait partie de ces grands intellectuels qui ont perçu la pluralité des langues. Lui-même était sans doute de langue germanique, il devait parler la langue française dans sa variété picarde de l'époque, il écrivait le latin, et il a perçu avec d'autres, mais lui l'a exprimé, que le latin était une langue unifiante, comme l'Empire de Charlemagne, et que venaient d'apparaître des sortes de nations liées à des langues, et que la diversité linguistique montrait cette nouveauté. Et cette diversité linguistique et cette répartition en nations, en peuplades, c'est quelque chose qui plus tard va s'appeler Europe, tout simplement.
Les visiteurs qui viennent à Saint-Riquier, plus de 100 000 chaque année, sont d'abord attirés par l'église abbatiale, sa pierre blanche, sa lumière, son style gothique. Alexia, notre guide, en connaît tous les secrets. Et elle n'oublie jamais de commencer ses visites en évoquant les 2 figures présentes à l'entrée de la nef. Donc sur 2 colonnes torses Renaissance, vous avez 2 statues qui datent de 1550. À droite, c'est Saint Jacques. Saint Jacques qui a un regard un peu sévère. En fait, c'est parce que quand on rentre, il va nous regarder et nous juger de nos péchés. On fait le tour de l'édifice, on se lave de nos péchés et on gagne le droit de repartir accompagné de Saint Christophe, le saint patron protecteur des pèlerins et des voyageurs. D'où le dicton « Regarde Saint Christophe et va-t'en rassurer ». L'édifice ne ressemble en rien à celui érigé ici même en 625. Mais il n'oublie pas de rendre hommage au fondateur des lieux, Ricarius, un noble évangélisé, auteur, dit-on, de plusieurs miracles, la légende de Saint-Riquier. Ses reliques sont exposées à l'entrée du déambulatoire. Il devient le conseiller du roi Dagobert, qui fait du monastère une abbaye royale dès 632. Charlemagne et son gendre Angilbert, 150 ans plus tard, lui donneront donc toute sa grandeur. Angilbert, abbé donc, était un guerrier, un fin stratège, un poète et un chroniqueur. Angilbert va faire le pari de faire rivaliser son abbaye avec les plus illustres de son temps. Pari qu'il va gagner haut la main puisque l'abbaye de Centulle va avoir une réputation internationale pour son scriptorium. Bien évidemment, autant de richesses vont attirer les jalousies et les convoitises. Et les Vikings vont totalement raser le premier édifice en l'an 881. Il va y avoir tout un tas de destructions, de reconstructions, ça va être insensé et incessant. Et cet édifice que vous avez aujourd'hui sous les yeux va dater de 1257 pour la base, mais va être remanié tout au long de son histoire. C'est pour ça qu'il y a différents styles que vous pouvez apercevoir ici même. L'église abbatiale est riche de détails, d'ornements, de tableaux et représentations. Ici, Jeanne d'Arc, à qui l'on prête un passage à Saint-Riquier sur le chemin de son supplice vers Rouen. Ou encore l'histoire de Sainte Véronique, que nous raconte Alexia. Sainte Véronique et son mandilion, à ne pas confondre avec le suaire. Le suaire, c'est le linceul du Christ, tandis que le mandilion n'est qu'une serviette. Donc Sainte Véronique tend une serviette au Christ quand il monte au Golgotha pour se faire crucifier. Le Christ s'essuie la face et son visage reste imprimé. Ce qui fait aujourd'hui de Sainte Véronique la sainte patronne des photographes, parce que vous êtes devant la première photographie de l'histoire. C'est dans une petite pièce, attenante à l'abbatiale, que s'achève la visite. La salle des trésors regroupe plusieurs œuvres majeures, dont ces peintures murales du XVIe siècle. Et notamment celle-ci, le dit des 3 morts et des 3 vifs, l'une des plus célèbres allégories du Moyen-Âge. De l'autre côté, au-dessus du Christ, un petit vitrail, rescapé du temps. Il est, paraît-il, le seul survivant du terrible ouragan qui ravagea l'édifice en novembre 1800. Une légende au milieu d'autres légendes. Les frères vont donc l'allonger sur un autel, en dessous d'une statue de Saint-Riquier. Ils se mettent à prier le saint en question et le mort va ressusciter. Et donc derrière moi, le personnage en noir, c'est Saint Marcoul. Saint Marcoul a été vraiment très important parce que c'est grâce à lui que tous les rois de France sont thaumaturges. Thaumaturge, c'est avoir le pouvoir de guérir, mais un pouvoir qui vient de Dieu. Ici, Saint Marcoul offre le pouvoir de guérir les écrouelles. Les écrouelles, c'est une tuberculose ganglionnaire. Tous les ganglions enflent et suppurent et le malade en décède. Mais grâce à Saint Marcoul, le roi touche, le roi guérit. Le premier à avoir eu ce pouvoir serait Robert le Pieux.
Saint-Riquier, terre de miracles. Et si c'était vrai? Et s'il fallait s'aventurer sous les fondations de l'abbaye pour comprendre la fascination qu'elle suscite depuis des siècles? Gérard Vasseur sera notre guide. Il est tout à la fois le jardinier, l'intendant et un peu la mémoire des lieux. Alors voilà, nous sommes arrivés à l'entrée de la galerie pour avoir accès au puisard Saint-Marcoul. Vous descendez dans les entrailles, en dessous de l'abbaye, ça vous fait quand même quelque chose. Pour moi, je vous dis, c'est un lieu mystique. Cette eau, c'est précisément la source dite de Saint-Marcoul, celle qui guérissait des écrouelles, des maladies de peau. De toute la Picardie et au-delà de ses frontières, on est venu et on vient parfois encore en pèlerinage. Alors voilà le puisard de Saint-Marcoul, la naissance de l'eau de source Saint-Marcoul. C'est ici. Où l'on découvre en même temps les nombreuses galeries qui se cachent sous l'abbaye. Des galeries utilisées tout au long du XXe siècle, mais dont l'existence est bien plus ancienne. Peut-être ici trouverons-nous un jour les traces de palais mérovingiens déjà séduits par les attraits de cette source miraculeuse. Fraîche. L'abbaye cache donc encore quelques-uns de ses secrets. Des secrets bien gardés, comme la source, ou d'autres qui s'étalent parfois sous nos yeux, sans qu'on y prête forcément attention. Ces pommes, ces poires, font également la renommée de Saint-Riquier. Sur les marchés alentours, on en trouvait parfois à la vente. Le fruit de récoltes interdites, mais longtemps toléré. Pour découvrir ce formidable patrimoine, nous retrouvons Gérard, en compagnie de Gilles Détré, formateur au lycée agricole de la baie de Somme, qui vient régulièrement flâner dans les jardins qui entourent l'abbaye. Qu'est-ce que tu en penses de la vigne pour cette année? On l'avait, disons avec le groupe là, que j'avais eu, on l'avait repalissé à l'horizontale. Là, regarde, ouais, ça, tu vois, on n'est pas intervenu assez, quoi. Mais bon, il y a des choses intéressantes. Hein. Donc cette année, on va manger du raisin. Regarde, tu vois, regarde là, ici, tu vois. Ce rameau-là, il ne faudrait pas le laisser aller, regarde. On a deux belles grappes, là, ici. Tu vois, il faudrait deux feuilles. Ah, tu coupes. Bon, et tu enlèves ça. Natif de la région, Gilles a découvert l'incroyable richesse des arbres fruitiers en emmenant ses élèves ici même pour des chantiers pédagogiques. Et rapidement, il en est tombé amoureux. Vous voyez cette étendue là ici, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, c'était que des arbres fruitiers ici. 19e siècle, que des légumes, disons du potager, etc. Bien sûr, c'était au moment où il y avait les moines, où il y avait le clergé, il y avait le petit séminaire, etc. quoi. Donc il y avait de la vie et il fallait nourrir tout le monde, quoi. On a quand même des variétés qui sont très anciennes, oubliées du grand public parce qu'elles n'étaient pas commercialement parlant intéressantes, quoi. Hein, de par leur tenue, de par leur couleur, leur forme, etc. Si les anciens ont mis des variétés et vulgarisé ces variétés, c'est qu'il y avait des raisons, quoi. Là, ces petits arbustes, là, on est sur une calville blanche. 1650. Hein, vous voyez donc l'historique un petit peu de cette pomme. Alors, vous voyez, toujours même histoire. Pourquoi non commercialisée? Je vais en cueillir une, hein, juste pour... Voyez. Elle a une forme de cœur, c'est normal, c'est une forme de cœur. Donc, de par sa forme, elle a été écartée du marché. Pourtant, elle reste saine. Reste saine. Pas de maladie dessus. Et Gilles est intarissable, quels que soient les fruits et les espèces. Quand on regarde ce fruit-là, il faut penser qu'il n'y a aucun traitement dessus. Et vous voyez, fruit parfait. Elle a une tenue très faible, 15 jours, 3 semaines environ. 1856. Oui. Variété complètement oubliée. L'homme a tout oublié. Il a oublié le goût, la saveur, etc. Hein, on nous a fait des fruits, disons, avec une forme, une couleur, mais on a oublié un petit peu le goût. C'est le principal.
À Saint-Riquier, la terre aussi est donc le témoin d'une vie sans pareille. Notre parcours se poursuit à l'ombre de la magnifique allée des Tilleuls, ou allée de la méditation, promenade contemplative, jusqu'à cette statue de la Vierge Marie. C'est une plante qui est indigène ici, hein. C'est un arbre qui est poussé aux 35 millions d'années. Hein. On le trouve également au niveau du département dans tous les villages où il y a des crucifix, des chapelles, des églises, des squares, des endroits où on joue, hein, le jeu de pommes. Et donc ces arbres-là sont en même temps reposants. Respirer la fleur de tilleul, c'est exactement la tisane que vous buvez le soir, quoi. Donc ça calme, ça détend. Voilà. Et donc ici, cet arbre-là, c'est l'arbre de la liberté, c'est l'arbre à danser, c'est l'arbre de vie, c'est tout ce que l'on veut, quoi. C'est l'arbre, disons, de nos régions. Il y a tous les genres, toutes les atmosphères à Saint-Riquier. Nous laissons la quiétude des jardins pour nous plonger dans l'effervescence d'un soir de concert. Depuis plus de 30 ans, l'abbaye accueille un festival devenu au fil du temps l'un des plus beaux rendez-vous de musique classique au nord de Paris. Ce soir, vous allez vivre donc un festac ici dans l'abbaye. Je m'en vais vous lire un texte qu'il a écrit Hervé Niquet, le directeur du festival de Saint-Riquier, et puis chez Lise Souer qui va faire le chef d'orchestre. Cet accueil en langue picarde n'est pas pour déplaire à Hervé Niquet. Il en est même l'instigateur. Celui que l'on présente comme l'un des plus fins connaisseurs de la musique baroque, chef de chœur, chef d'orchestre à la réputation internationale, a grandi tout près d'ici, à Abbeville. S'il est aujourd'hui le directeur artistique du festival, il n'a rien oublié de ses nombreux séjours à Saint-Riquier, lui, élève d'une école catholique. Le curé d'ici m'a demandé de venir le dimanche. Je me souviens, j'étais payé 5 francs. D'ailleurs, il me doit encore, je crois que c'était un enterrement. Je n'ai pas osé demander, tellement les gens pleuraient, je n'ai pas osé demander les 5 francs qu'on me devait. Mais ça, il y a 40 ans, j'avais 15-16 ans, quoi. Et donc je suis monté à l'orgue, et donc je connais très bien l'abbatiale, de fond en comble, du sol au plafond, et puis les bâtiments conventuels ici. J'ai vu pour la première fois de ma vie un clavecin, et je n'ai eu de cesse que d'en jouer, d'en construire, et puis je me suis intéressé à la littérature baroque, et c'est comme ça que j'ai eu envie de toucher au clavecin, et par là même donc tout ce qui va avec musique baroque. C'est l'harmonie du lieu, c'est l'espace qui est autour, c'est le calme. Mais quand on connaît l'histoire de Saint-Riquier, qui a été avec Aix-la-Chapelle, 8e, 9e, 10e siècle, l'un des centres de l'Occident, quand on connaît l'histoire de Nithard, qui a probablement fondé l'Europe en devenir, oui, on se dit, zut, il faut être à la hauteur, quoi. Et puis, il faut proposer des choses en regard de ces gens qui avaient du caractère, qui avaient une vision. Quand on arrive pour faire notre art, le plaisir de chanter dans cette abbatiale, il est énorme. Évidemment, j'ai choisi
selon le lieu et les œuvres appropriées. Donc il y a une adéquation entre l'œuvre d'art et puis son écrin, sa boîte. Donc quand on met tout ça en branle, c'est assez plaisant. Chaque année, au début de l'été, Saint-Riquier propose donc ce moment de grâce, attendu par tous les amateurs de musique classique. Ce soir-là, Gounod et Fauré. Demain, Handel ou Debussy. Un rendez-vous prestigieux pour cette abbaye marquée du sceau royal de Charlemagne. Un lieu dont l'histoire, la renommée, la magie continuent de fasciner tous ceux qui l'approchent.